Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Alors qu'il semble avoir renoué le contact avec le grand public, j'ai décidé de revenir sur la filmographie d'un homme qui déchaîne les passions. Vénéré puis détesté, célébré par certains comme un dieu, le nouveau Spielberg, et rejeté par d'autres comme étant un charlatan, l'homme d'un seul succès, il est temps de se repencher sur la carrière de ce singulier personnage qu'est M. Night Shyamalan. Manoj Neliyatou Shyamalan est l'un des réalisateurs avec la carrière la plus alambiquée qui m'a été donnée d'analyser dans un Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. C'est un cinéaste que j'ai toujours hésité à aborder parce que j'avais peur de ce que j'allais découvrir, de tomber sur une arnaque, comme quand j'avais analysé Darren Aronofsky. Et c'est marrant parce que c'est son thème principal, la peur, que ce soit celle provoquée par un alien, par un fantôme ou par... ça. Mais aussi, justement, la peur d'essayer, la peur d'affronter les obstacles de la vie et de pas être à la hauteur. Et au final, non, j'ai pas été déçu. C'est un mec cool, Shyamalan. Mais faut le prendre comme il se vend. Et ça, pour le coup, ça a toujours été problématique. As a result of one punch thrown in my life, in a country 10,000 miles away, people are referring to me as a boy with a tendency to fight. Oui, soyez prévenus tout de suite, c'est un de ces réalisateurs dont le premier film n'est disponible que dans un vieux VHS rip dégueulasse. Shyamalan est la définition du réalisateur détesté parce qu'il fait trop bien son boulot, et qui souffre de ce qui fait sa force, son style et sa réputation. Par exemple, il est connu dans la tête du grand public comme étant le maître du twist. Et en vérité, c'est pas ça. En tout cas pas exactement, mais on y reviendra en détail. Cela dit, c'est l'occasion de vous signaler que je vais tout spoiler parce que c'est le seul moyen d'analyser correctement son style et ses thèmes. Allons-y donc pour un retour sur l'homme dont la carrière est devenue un twist. Cette carrière a démarré en 1992 lorsque, à peine diplômé d'une école de cinéma de New York, il sort son premier film, Praying with Anger. Tourné à Madras, il raconte l'histoire de Dave Rahman, jeune américain d'origine indienne, joué par nul autre que M. Night Shyamalan, envoyé en Inde par sa mère suite au décès de son père. Alors rassurez-vous, le père de Shyamalan va très bien, et a une dispute qui s'est mal terminée avec quelqu'un de son école pour retrouver ses racines. Sounds like you're being punished. Feels like it too. Son séjour ne sera en effet pas de tout repos. L'ensemble de ses professeurs le considèrent comme un délinquant potentiel, les brutes de l'université l'ont pris pour cible dès le départ parce qu'il est étranger, et plus encore parce qu'il a résisté à Raj, leur leader, personne ne lui dit ce qu'il fait de mal, il y a des tas de règles et de coutumes qu'il n'est pas habitué à respecter, et enfin la jeune Sabitha, dont il tombe amoureux, fait partie d'une famille d'une caste assez élevée et protectrice, et elle est promise à un mariage, donc ça va être la merde. Il ne trouvera de l'aide qu'auprès de l'autre étudiant de sa famille d'accueil, Sanjay, qui, cela dit, peut lui aussi devenir une tête de con par moment, y compris quand c'est vraiment pas ses oignons. But you're an Indian and this is your home. No, it's not. And I don't need a speech. Shut up. Shut up before I kick the shit out of you. This is your home. Mais va te faire mettre! Il restera son meilleur soutien, l'accompagnant dans la maison d'enfance de son père où il passera la nuit, et y croisera son... fantôme. Car le surnaturel, le spirituel et les esprits sont un de ses thèmes communs, et apparaissent dès ce premier film avec la symbolique du père qui, apparemment, faisait une fellation à son fils. Pourquoi j'ai pensé à cette blague de merde? Je suis désolé, mais... il voulait faire comme si l'esprit du père sortait du corps du fils, mais vu qu'il arrive du bas et dans quel sens? Non, sérieux? Je suis le seul à voir ça? Allez, dites-moi que je suis pas le seul, pitié! Bonjour. Bonjour. Je souhaite être interné. Parce que je suis en train de perdre les pédales. Bref, il va avoir une révélation, réaliser qu'il est finalement attaché à la culture indienne, recevoir une promesse de future relation, peut-être possiblement s'il fait beau et vous voyez que de la cette scène parce que la qualité de la VHS est vraiment ignoble, et régler son dilemme avec Raj en le sauvant d'un mouvement de foule anti-musulman causé par un accident de voiture survenu juste à côté de la maison de famille d'accueil de Dave et avec lequel il n'avait à l'origine aucun lien. Alors ce premier film est... comment dire... candide. Il faut dire que Shyamalan a seulement 21 ans lorsqu'il écrit, produit, réalise et tourne ce film, ce qui sera sa marque de fabrique par la suite. Il s'agit presque d'un film d'étudiant destiné à émouvoir dans les festivals et attirer l'attention sur le jeune réalisateur, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, et il souffre donc de la plupart des défauts de ce genre de film, parmi lesquels une certaine candeur, qui poussera Shyamalan à en interdire la commercialisation quand il rencontrera ses premiers vrais succès. D'habitude, j'analyse les films un par un, mais là, je vais le mélanger à son deuxième long métrage, tout aussi inconnu du grand public, mais lui au moins sorti en vidéo. Tourné en 1995 et mis sur une étagère jusqu'en 1998,
traitement habituellement réservé aux infâmes daubes, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, donc je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il a... Ah, oui. Sorti en 98 donc pour régler un accord avant la sortie de Sixième Sens, il s'agit d'un autre film sur la spiritualité, Wide Awake, ou en version française, Éveil à la vie. Il raconte l'histoire de Joshua Bill, un jeune garçon de 10 ans qui vient de perdre son grand-père et qui est terrifié à l'idée que le Dieu auquel il croyait, et qu'on essaye maladroitement de lui faire apprendre dans son école catholique, pourrait ne pas exister. She's not baptized. So that means she's going to hell, right? You misunderstood. Oh, man! Seth Greenberg rides my bus. He's not baptized. Okay, wait a Hey, second. my cousin's going to hell. No one is going to hell. Do you mean the Bible's wrong? No, the Bible's not wrong. I don't get it. Me neither. No. Il va donc décider d'en avoir le cœur net et va... chercher Dieu. Tout bêtement. Au fil du film, à force de chercher des liens partout, il va réaliser l'existence et la raison d'être des conventions sociales, l'importance des liens que l'on crée avec notre entourage, et littéralement s'éveiller au monde qui l'entoure. Lorsqu'il finit par sauver totalement par hasard son meilleur ami Dave de sa toute première crise d'épilepsie, il réalise que les choses arrivent peut-être pour une raison. Ce qui est confirmé lorsqu'il réalise qu'un petit bonhomme blond, qu'il avait régulièrement aidé et averti lorsqu'il risquait de se faire prendre à faire une bêtise, n'était autre que l'esprit de son grand-père, venu lui prouver, sinon l'existence de Dieu, au moins que quelque chose de plus grand que ce monde existe et qu'il sera heureux. Et c'est pratique donc de commencer par ces deux-là en même temps, parce qu'étant autobiographiques, ils vont nous permettre de parler de la vie du réalisateur. Le premier parce qu'il aborde un sujet personnel pour Shyamalan. Ses parents sont venus d'Inde et sa mère avait décidé de retourner à Pondichéry pour ses derniers mois de grossesse, afin que son enfant soit véritablement indien. Le deuxième parce que même s'il a été élevé dans une tradition hindoue, son parcours scolaire s'est fait entièrement aux États-Unis, dans des écoles catholiques et épiscopaliennes, avec comme projet final d'en faire, comme ses parents, un professionnel de la santé. Cette double culture l'a amené à chercher à définir sa propre voie, d'où le titre « Prier avec colère ». Il est indien, il est américain, il est les deux, mais avant tout, il est lui-même. Il est Shyamalan. Et c'est un truc qu'on va beaucoup lui reprocher, faire des films personnels et sa tendance aux caméos qui ont poussé certains à le voir comme un égocentrique, alors que c'est avant tout un artiste. C'est pour ça qu'il écrit ses films lui-même, il a quelque chose à nous dire et il nous le dit. Ses caméos seront traités au cas par cas, mais dans le cas présent, le fait que ce soit autobiographique, c'est normal qu'il se soit vu projeté dans le rôle. Et il a pris des cours de comédie, donc ça passe. Enfin, ça... comme ces deux films. C'est un petit peu faible. Mais il y a bien les prémices de son futur style. Il utilise la grammaire de base du cinéma, chant et contre-chant, travelling pour les plans d'ambiance, caméra épaule pour rendre plus réalistes les moments de tension et cadre plus ou moins proche des personnages en fonction de l'intensité de leurs émotions. Dès qu'il peut, ses plans sont le plus symétriques possible, et la plupart sont filmés avec une caméra aux angles et mouvements esthétiques et travaillés, notamment avec son amour particulier pour les plans en grue. Il travaille à centrer le plus possible le décor et souvent les personnages, car cela ne donne pas d'indication claire sur ce qu'ils ressentent. En effet, vous remarquerez que dans la plupart des films, aller vers la droite est considéré comme quelque chose de positif, une progression, avancée, alors qu'aller vers la gauche sera considéré comme quelque chose de plus négatif, un retour en arrière, un recul. Je pense cela dit que c'est propre au cinéma occidental et que c'est lié à notre sens de lecture. Comme nos phrases, et donc nos récits se lisent de gauche à droite, le fait de retourner vers la gauche semble inconsciemment un retour en arrière. Mais c'est une généralité, pas une convention. Faut bien comprendre que tous les films fonctionnent pas comme ça et que tous les réalisateurs sont pas obligés de faire comme ça. Ce qui compte, c'est que c'est comme ça que Shyamalan le conçoit et le met en pratique. Chaque plan, chaque mouvement de caméra, chaque choix de coupe a un sens. Et ce, dès les premiers films. Ainsi, un personnage centré et neutre, alors que le placer sur un côté indique son état d'esprit. Comme ici, l'envie que cette visite se termine le plus rapidement possible, ou plutôt, quand Sabitha hésite entre rentrer chez elle ou discuter avec Dave. À propos du cadre d'ailleurs, il joue avec le surcadrage à un moment où son héros manque de mourir et de faire un coma éthylique suite à un bizutage de Raj, en le resserrant verticalement jusqu'à ce qu'il soit dans une bande pour montrer son malaise, qui s'élargit quand il va vers son soutien, Sanjay, et plus encore, quand il se calme et décide de rester malgré tout. Mais on sent aussi avec la scène de la mère et de sa fille le début d'un aspect qui va toujours compliquer la vie de Shyamalan, la candeur. J'entends par là un petit côté presque naïf et enfantin, comme cette idée de commencer la scène sur le cadre de la mère seule, à ce moment de l'histoire où elle est dans le déni du mariage de sa fille avec un homme d'une autre caste, et de finir sur un travelling qui mène à une photo de famille bien souriante pour nous dire qu'elle est réunie.
Cette candeur se retrouvera dans le reste de son travail sur plusieurs aspects, mais délaissera au fur et à mesure de ses films le montage, qu'il rendra beaucoup plus subtil par la suite, notamment avec l'usage de nombreux plans séquences, et, lorsque c'est impossible de faire un plan séquence, avec un rythme assez lent. Ici, seules quelques scènes usent de cette technique, comme l'une des premières discussions entre Dev et Sanjay, cependant régulièrement coupée par ce plan sublime. Waouh! Regardez tout ce... noir! C'est au montage que les maladresses du début se sentent le plus d'ailleurs. Par exemple, le premier plan du film est toujours très important, et ici on a des lavandières. Ok, super, c'est un truc indien, mais c'est quoi le lien direct de ce plan avec l'histoire qu'on va nous raconter? C'était le truc le plus iconique de l'Inde? Les nanas qui font la lessive? On les croise pas dans le film, si? Non? Ok. Où il y a le générique aussi. On démarre en fondu en plein milieu de la danse d'une jeune indienne, on reste sur ce plan sans cut ni fondu tout le générique, et à la fin, ben, on a un fondu, mais la meuf est toujours en train de continuer. Donc oui, cinématographiquement parlant, cette femme est toujours en train de danser depuis 1992. Mais profitons qu'elle soit encore là pour noter que dès ce premier film, on trouve un des gimmicks de Shyamalan qui est l'utilisation des silhouettes et des ombres, ici, avec des enfants du village de son père, ici, ou avec le père. Je ne m'arrêterai pas toujours dessus, mais il l'utilise vraiment une fois par film, généralement pour symboliser l'inconnu, d'où son penchant pour l'horreur, et parfois pour faire des transitions. Mais surtout, on a le prototype de ce qui sera le héros de Shyamalan, un personnage qui doit affronter une peur, la peur de soi-même ici, de découvrir sa propre identité, et qui pour cela doit découvrir son courage. C'est donc, pour généraliser, un personnage qui doit découvrir que quelque chose auquel il ne croit pas, ou plus, existe. Ici, c'est Dev, persuadé qu'il n'a aucune connexion avec ce pays et que son père ne l'aimait pas, qui va découvrir qu'il en est finalement sensible à quelques beautés, que son père l'aimait, et va se découvrir lui-même, repartant changé par son séjour. C'est ce qui arrivera à tous ces personnages. Le film, plus encore que l'histoire que Shyamalan veut nous raconter, est le parcours de ce personnage vers cette découverte du monde extérieur et ou de lui-même. Comment il vient à découvrir, comprendre, réaliser que quelque chose qu'il pensait être impossible ou ne remarquait pas, est possible ou existe. Dans Wide Awake, c'est très littéral, et pour cause, le film étant plus orienté comme une comédie dramatique, et bien plus direct dans l'introspection de son personnage, notamment avec la voix off. Joshua commence par chercher Dieu, pour s'assurer que son grand-père ne sera pas déçu par la mort et qu'il a eu raison de croire en lui, et finit par comprendre la vie. Mais vraiment la vie, au sens large et quotidien. L'importance des liens entre les gens, pourquoi ils croient en certaines choses, pourquoi certaines règles existent et comment on peut les briser. Never eat the tuna casserole, and when it's your turn, pass the trays. Comprendre pourquoi certains ont peur de mélanger les garçons et les filles, comprendre que les brutes le sont souvent pour compenser des vies difficiles, que les amis sont là pour nous aider quand quelque chose de mal nous arrive, et finalement, pourquoi son grand-père croyait, avant l'apothéose, la preuve divine. Praying with Anger et Wide Awake se passent en grande partie dans des écoles, et c'est intéressant parce que c'est un élément qui reviendra tout le temps dans ces films. Chacun contiendra une salle de classe, ou un établissement scolaire au minimum, et pour cause, la plupart contiennent des enfants, souvent dans des rôles prépondérants dans l'intrigue, ou d'importance pour les personnages. Et leur particularité, c'est qu'ils ont souvent des conversations plus construites que les adultes, principalement parce qu'ils assument d'être en construction, sont plus ouverts que les adultes, et osent encore croire à certaines choses. C'est donc pour ça qu'il y a systématiquement des enfants dans les films de Shyamalan, parce qu'ils symbolisent l'ouverture d'esprit qu'il souhaite nous transmettre à travers ses films et ses histoires. L'ouverture d'esprit de celui qui admet qu'il ne sait rien, celle qui permet d'oublier ses peurs pour mieux les affronter. Et je sais que beaucoup les trouvent pas crédibles, mais j'adore les gosses écrits par Shyamalan. Parce que j'étais comme eux étant enfant, je me posais ce genre de questions et j'avais ce genre de discussions avec mes amis. Je sais pas pourquoi les gens voudraient obligatoirement que les enfants soient incapables d'être intelligents et d'avoir une réflexion construite. Vous l'avez vu venir, non? Et quand il n'a pas à se diriger lui-même dans le rôle principal, Shyamalan laisse apparaître son autre talent, diriger les acteurs. What? No! On y viendra. Parce que c'est facile de critiquer quand on prend les pires exemples, mais la majorité de ces acteurs dans la majeure partie de ces films jouent parfaitement, en particulier les enfants, et ça fait un bout de temps qu'on sait que c'est pas toujours facile à faire. Mais il dirige ici à la perfection des légendes comme Robert Loggia, et des vedettes pas toujours connues pour être parfaites comme Rosie O'Donnell, très drôle ici dans le rôle de la sœur Terry. Still got it. Les parents sont également très justes, mais ce sont les enfants, Joseph Cross dans le rôle de Joshua et Timothy Ralph Snyder pour son meilleur ami Dave, qui sont les plus bluffants, même dans les conversations les plus compliquées à rendre crédibles. What are you gonna look for? God. God? What for? To make sure my grandpa's okay. Au niveau de la réalisation de Wide Awake, en revanche, c'est étrangement encore moins personnel que son film précédent.
Ça ressemble presque à un téléfilm et le montage est totalement mainstream, comme cette séparation en chapitres qui ne refera jamais la moindre apparition dans son œuvre, ce qui semble trahir une pure volonté de studio pour mieux rendre compte du temps qui passe. Et comme il a été mis de côté pendant des années, ce serait pas improbable que ce soit effectivement la raison de la présence de ces chapitres. La bande son aussi est à des années-lumière des goûts de Shyamalan et semble tirer d'une banque de musique. Sérieux, on est à deux doigts des musiques des Sims. Parce que Shyamalan est très personnel, mais collabore aussi pleinement avec les studios tant que les studios croient en lui et à son projet à la base. Alors je suis à peu près certain qu'à la base, c'était un film très long et introspectif, avec de longs silences et des plans qui duraient des heures, et qu'il a été remonté en mode avance rapide et shooté à la musique rigolote et légère. Au final, c'est un petit film sympa et touchant sur le deuil et le sens de la vie, mais rien d'essentiel à regarder avant de mourir, ironiquement. On voit que la spiritualité est un thème essentiel de Shyamalan, sans pour autant être un film de prêche. Je pense que Shyamalan croit en Dieu, mais pas spécifiquement au Dieu catholique. D'une part à cause de son background culturel et les multiples divinités présentes en Inde, qui impliquent une pratique plus personnelle de la religion. There are different gods which represent different things. That one's Lakshmi. You pray to her for financial success. This one, she's called Saraswati, to her for knowledge. Et d'autre part car les réponses de l'église, représentées par l'école catholique, ne sont jamais vraiment satisfaisantes pour Joshua, qui préférera voir des signes plus personnels. Mais ça, on y reviendra avec Signe. Parce que la raison pour laquelle Miramax et les Weinstein sortent finalement Wide Awake en salle, tout en pourrissant sa promotion avec un trailer qui n'aborde presque jamais le sujet de base du film qu'est la mort du grand-père, c'est parce qu'ils ont signé un accord pour libérer Shyamalan du contrat de 3 films qu'il leur devait afin qu'ils partent chez Disney et réaliser un script qu'ils leur avaient vendu aux enchères et sur lequel ils gagneront un pourcentage. Ce script, c'est celui du 6e sens, The Sixth Sense, qui sera un des 10 plus gros succès du box-office à sa sortie et va donner à la carrière de Shyamalan un départ fulgurant. Le film raconte l'histoire de Cole, un jeune garçon de 9 ans joué par Haley Joel Osment, qui, comme vous le savez tous désormais car ça fait partie de la culture populaire, voit des gens qui sont morts, vu par le psychologue pour enfants Malcolm Crowe, joué par Bruce Willis. Toute la première partie du film laisse planer le doute sur le fait que cette histoire de fantôme soit vraie ou non, mais à partir de cette confession, ils deviennent bien réels et la question deviendra « Pourquoi Cole les voit ?» Et à la fin, spoilers, on découvre que Malcolm était mort depuis le début et que si lui et Cole pouvaient se voir, c'est parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre pour découvrir quelque chose sur eux-mêmes. Sa propre mort et son éloignement avec sa femme pour Malcolm, et pour Cole, le thème de Shyamalan, trouver la force d'affronter ses peurs. Et c'est intéressant que le film suive ces deux personnages car l'un distrait du développement de l'autre. Le début disait clairement que le couple de Malcolm et Anna avait sacrifié beaucoup de son histoire personnelle pour qu'ils réussissent dans leur profession, mais l'attaque par un ancien patient et le cas de Cole nous amène à nous concentrer sur son boulot, et à ne pas être surpris de la distance avec sa femme et qu'elle soit si peu abordée dans le film. C'est pourquoi Shyamalan parvient à nous prendre à revers quand, après que Cole ait appris à vivre avec son don, à l'accepter comme tel, et qu'il se confie à sa mère jouée par la brillante Toni Collette, il nous révèle finalement que Malcolm n'avait pas remarqué sa propre mort et l'éloignement de sa compagne, en partie parce que le film partageait son point de vue et sa perception des choses et du temps. Il aurait pu raconter toute l'histoire du point de vue de Cole et nous révéler dès le début que Malcolm est un fantôme. I'm gonna see you again, right? Mais ça aurait donné un film très différent et bien moins touchant et marquant. Surtout, ça nous aurait rendu extérieur au personnage, et Shyamalan n'aime pas ça. Shyamalan veut qu'on soit à l'extérieur du mystère, pas des personnages. Il veut qu'on se pose les mêmes questions qu'eux, à partir des mêmes informations qu'eux, et si on doit découvrir une information sur eux, c'est au moment où eux-mêmes en prennent conscience. C'est pour ça qu'il y a une sorte de passage de relais entre Malcolm et Cole. On commence avec Malcolm comme héros, pour nous pousser à être aussi sceptiques que lui, avant que Cole ne devienne le personnage principal au milieu du film, après la révélation de son problème. Ce qui nous amène à comprendre la vérité sur chacun, en même temps que les personnages. La raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que qualifier Shyamalan de maître du twist et en attendra la fin de chacun de ses films est une mauvaise interprétation de son œuvre qui découle d'une vision tronquée de son cinéma, compréhensible quand on sait qu'il est le premier à vouloir qu'on pense que Sixième Sens était son premier film. Mais il n'est pas sa déclaration d'intention. Son but n'est pas de mettre un twist à la fin de chacune de ses histoires. Son gimmick, c'est que ses protagonistes s'accomplissent, libèrent leur force intérieure, trouvent leur identité. Les twists sont un effet secondaire de la façon qu'a Shyamalan d'écrire les quêtes identitaires de ses personnages, qui découvrent, évidemment, les éléments les plus importants sur eux-mêmes à la fin, et en même temps que nous. Ce qui ne donne pas systématiquement un twist, comme quand l'histoire ne tourne pas spécifiquement autour d'un personnage, mais que le personnage n'est qu'un de ceux qui entrent en jeu dans l'histoire. Plus qu'un twist, cette fin est donc une sorte de troisième acte bis, comme dans Alien, parce que nos deux héros ont chacun leur conclusion. Je veux juste vous sortir de la tête que Shyamalan égale twist. C'est trop réducteur et ça place des attentes sur ces films qui ne songent pas forcément à combler, parce que c'est pas son but à chaque récit.
Mais il se trouve que c'était logique que pour l'un des personnages de cette histoire-ci, il finisse sur un twist. Et une des raisons du succès du film, c'est que quand les gens l'ont revu, tout restait vraisemblable et raccord avec cette révélation finale. Les plus attentifs auront même remarqué plusieurs indices dans le film. L'absence d'ombre émise par Malcolm, encore qu'il y en a une à peu près dans chaque plan, elle est juste dissimulée dans le décor. Le fait que personne d'autre que Cole ne lui adresse la parole du film, qu'il ne déplace pas d'objet à part son propre matériel, qu'il prenne le bus et non sa voiture pour accompagner Cole voir la famille de la petite fille, ou encore, visuellement, dans cette même scène, la façon qu'il a de sembler avoir été pris par hasard dans le cadre, comme si le caméraman n'avait pas vu qu'il était dans le champ. Mais surtout, la couleur rouge. Elle accompagne en effet tout ce qui est lié à la mort, aux esprits et à la peur ou au danger. Des détails subtils, comme le vernis rouge sur les ongles de la mère lorsqu'elle voit les traces laissées par les esprits sur les photos de Cole, ou les pages de texte à l'encre rouge que Cole écrit quand il laisse les fantômes s'exprimer à travers lui, au plus visible, comme sa cabane anti-fantôme rouge, et le fait que chaque extérieur que traverse le petit garçon au début du film soit saturé de briques rouges, alors qu'à la fin, le rouge est absent des extérieurs et présent uniquement sur le fantôme. C'est une technique empruntée à Hitchcock, ou en tout cas popularisée par Hitchcock, en particulier dans son film Vertigo où elle signale le danger. Il y a honnêtement trop de rouge pour tout référencer, mais on peut ajouter les pulls de Cole et sa mère quand il lui révèle son secret, la porte de l'église où il s'abrite, les vêtements que porte Anna qui iront du rouge complet à une simple couverture dans la scène finale, et le ballon qui amène Cole en haut des escaliers lors de l'anniversaire. Ce travail des couleurs est possible car Shyamalan dispose enfin d'un studio qui lui offre les moyens d'avoir une équipe qui réponde à ses demandes. Parce que c'est plus Shyamalan qui supplie qu'on le laisse réaliser un film. Il a fait en sorte d'écrire un script que les studios voudraient s'arracher afin de pouvoir s'y imposer comme réalisateur et que les studios le supplient de réaliser le film. 3 films d'ailleurs. Et c'est là qu'il va pouvoir commencer à exprimer son style. Son travail de composition est à peu près le même, jouant sur les mêmes placements des personnages dans le cadre. Droite pour le positif, gauche pour le négatif, centré pour l'indécision. Par exemple, lors des premières sessions entre Cole et Malcolm, ils sont tous les deux cadrés très proches de la gauche, avec quelques rares passages vers la droite quand ils arrivent à créer certaines connexions. Et dans leur dernière scène, ils sont tous les deux serrés sur la droite, côté par lequel Malcolm sort, symbolisant qu'il avance enfin. À partir de ce film, la première étape de n'importe quel film de Shyamalan sera le storyboard. Absolument tous les plans sont réfléchis avant de passer au tournage pour qu'il n'y ait absolument aucune question artistique à se poser sur le plateau, uniquement de la direction d'acteur. La caméra épaule, malgré ce travail de composition des plans, est plus présente ici dans plusieurs scènes. Elle transcrit le réalisme et est presque systématiquement utilisée dans ses films pour opposer ce quotidien à l'extraordinaire. C'est dans le temps, le montage, que Night peut désormais mieux s'exprimer. Car après tout, le meilleur moyen d'empêcher un studio de trafiquer votre montage et votre récit, c'est de pas laisser le choix. Plusieurs scènes, à commencer par celle de la cuisine mais surtout celle au restaurant, sont tournées en plan séquence, ce qui permet d'instaurer une relation aux personnages particulière, plus vraie, car on apprécie la scène au même rythme qu'eux. On notera d'ailleurs que ce film, comme d'autres par la suite, est tourné dans l'ordre chronologique pour permettre aux acteurs de comprendre au maximum l'évolution de leurs personnages, une méthode très coûteuse impliquant de déplacer l'équipe et le matériel même si on a d'autres scènes à tourner dans le décor, mais efficace. Son talent ici est d'arriver à utiliser le plan séquence et quand même travailler des quasi-jumpscares. Et c'est fort qu'il arrive à faire de l'horreur étant donné l'honnêteté de ses films et le fait qu'il soit frontal avec la peur. Quand la femme suicidée passe derrière Cole, on voit bien sa chemise de nuit rose qui pourrait annuler la peur. Mais le long build-up vers la cuisine, l'agressivité du jeu de l'actrice et ses cris, la violence avec laquelle elle prend le cadre et monte ses poignets tailladés agressent d'un coup le montage et provoquent une vraie poussée d'adrénaline chez le spectateur, méritée et tenue. Il joue aussi, comme dans la chambre de la jeune fille, à attirer longtemps notre attention dans une zone particulière de l'écran pour faire surgir avec un jumpscare musical l'élément de peur par un endroit totalement inattendu. Shyamalan joue ainsi avec le montage, mais aussi avec nos habitudes de montage. Lorsqu'il termine la scène du début par un fondu au noir, alors qu'il est fort probable qu'il représente la perte de conscience de Malcolm et donc sa mort, nous l'interprétons comme une fin calme de la scène qui nous assure de sa survie par cette transition assez douce. C'est ainsi qu'il nous piège. Comme c'est le héros et que nous partageons son point de vue, on suppose, en le récupérant un an plus tard, qu'il a survécu. Pour faire ressentir le malaise, il va employer des focales très courtes, comme dans la scène de Stanley le Bègue, qui passe progressivement de focales longues à une focale courte, déformant les distances et transcrivant à quel point le garçon se sent oppressé par tout ce qui l'entoure et le regard des gens. Il ajoute aussi des tas de petits trucs bizarres, genre ça. Qui est là? Qui est-ce qui vient de regarder, là? Oh mon dieu, mais combien de fantômes il voit dans la même pièce, ce pauvre gosse? Avec le garçon, c'est la musique de James Newton Howard, futur collaborateur sur 7 films de Shyamalan avec des bandes-son magistrales, qui transmet le malaise, la vision étant plutôt nonchalante. Mais plutôt que de toujours faire exploser les percussions, il va utiliser plusieurs petits jeux étranges de violon pour marquer l'angoisse.
Et apparemment, mais il faudrait vraiment écouter le film au volume maximum, le mixage son contiendrait des centaines et des centaines de bruits de gens qui lâchent leur souffle et qui seraient utilisés dans toutes les scènes paranormales pour nous inciter inconsciemment à avoir peur. Mais à vrai dire, je les ai jamais entendus, et Shyamalan, dans une conférence, a dit que lui-même ne croyait pas trop à la technique après coup. Mais Shyamalan n'est pas qu'un réalisateur technique, c'est un réalisateur des sentiments et des émotions. Ce sont ces personnages qui l'intéressent. En particulier les personnages paumés, parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à nous faire vivre dans le film. Tel Steven Spielberg, son idole, ces films seront marqués par des familles à problème. S'il s'agissait de la perte d'un proche dans Praying with Anger et Wide Awake, ici il s'agit d'une famille séparée, car rien ne dit que le père de Cole est mort, et d'un couple sans enfants qui, en principe, lutte pour se retrouver malgré le rythme de leur vie, et se révèle au final être un couple devant gérer le deuil de son compagnon pour Anna et de lui-même pour Malcolm. L'idée de la famille monoparentale serait apparemment aussi là car les cas d'observation paranormale se produiraient, qu'ils soient vrais ou non, systématiquement dans des familles séparées, mais le choix de prendre un très jeune enfant était de toute façon judicieux. D'un côté parce qu'il pousse le public à trouver tout ce qui lui arrive encore plus horrible, parce qu'il est jeune, mais de l'autre parce qu'il symbolise encore une fois le potentiel humain, pas encore rendu inactif par les peurs d'un adulte et qui peut encore avoir l'esprit assez ouvert pour tenter de dialoguer avec et comprendre ce qui lui fait peur. Shyamalan travaille à ne jamais laisser le personnage totalement mal en point à la fin d'une scène d'horreur, car ça l'aide à faire passer son message. La peur, c'est passager. Ça peut disparaître si on le souhaite. Toutes les scènes où il lui arrive quelque chose de traumatisant se terminent après qu'il ait repris ses esprits, se soit calmé, ou qu'on nous ait rassuré de son sort, évitant de laisser le film trop sombrer dans la peur, restant à un niveau humain auquel on peut s'identifier et qui semble familier. Enfin, il faut noter que le twist est aidé par le fait qu'à peu près tous les problèmes dans le film viennent d'un manque d'écoute et de communication. La peur des fantômes, au final, n'est qu'un moyen de transformer l'autre en manifestation du comportement agressif des gens, notamment envers Cole, qui est un marginal, une personne qui possède un don particulier, qui, comme dans tous les films de Shyamalan, sera l'empathie, la capacité à comprendre les autres et la volonté de les aider. Plus encore peut-être que des fantômes, Cole a peur des autres et ne sait pas comment leur parler. Il n'est pas innocent de l'entourer de maisons rouges, de lui mettre un pull rouge à l'anniversaire où il est si mal à l'aise, ou que dans sa classe, tous les élèves aient des tenues rouges sauf lui. Ne s'écoutant pas, il n'arrive pas à écouter les autres, entrant dans une sorte de cercle vicieux qui lui fait craindre tout le monde. Ce en quoi il a besoin d'eux, et reçoit l'aide de Malcolm, qui apprend également cette leçon au fil du récit. Lui, dont le job est d'écouter, non seulement n'a pas su apporter le bon soutien à son ancien patient pour l'aider à se développer et gérer son problème, mais en plus n'a pas su écouter sa femme, ce qui hante son âme au point d'oublier sa propre mort, comme si en plus de pas écouter ses patients et sa femme, il s'écoutait pas lui-même. On peut ainsi dire que Malcolm aussi doit faire face à une peur. C'est sûrement horrible pour un médecin de ne pas se rendre compte de la maladie d'un proche. Et pour un gars dont le métier est d'écouter, ne pas y arriver, qui plus est dans le cercle intime, doit être une des pires peurs du monde. En gros, Malcolm est le pire psy du monde des morts, des vivants et des morts vivants. L'absence de communication s'exprime au-delà de nos héros. Le prof n'est pas à l'écoute des réponses différentes de Cole, l'hôpital où Shyamalan fait son caméo en médecin comme Popo n'est pas à l'écoute des souffrances marginales de la mère, qui elle désespère non seulement qu'on l'aide, mais surtout que son fils s'ouvre à elle, sans quoi elle ne peut pas l'aider. Elle qui fait tout pour que leur relation soit basée sur la confiance et l'écoute, sans tomber dans la mère poule et collante ni dans le syndrome de la meilleure amie non plus, qui fait tout comme il faut, allant jusqu'à admettre quand ils se mentent juste pour se faire plaisir l'un à l'autre, ne comprend pas pourquoi son fils ne lui confie pas ce qui semble le plus le faire souffrir, et est ainsi rongé d'angoisse, sa pire peur, voir son fils s'éloigner d'elle et ne pas lui faire confiance au point qu'elle ne puisse plus l'aider, se réalisant sous ses yeux malgré ses meilleurs efforts. En un sens, Cole est la métaphore de l'enfant qui veut devenir artiste, ou qui fait son coming out, ou n'importe quel projet marginal, je sais pas, choisissez votre cliché, et craint donc le rejet de ses parents et du monde extérieur face à ce qu'il est et ce qu'il veut leur annoncer. L'idée est donc que le film parle autant de la peur des autres, de notre façon de gérer les relations humaines et de communiquer les uns avec les autres, que de fantômes, et c'est aussi ce qui rend le film si marquant. Enfin, le film parle à nouveau de foi, puisque l'idée est que, au final, Cole croit en lui, qu'il arrête de voir ses capacités comme quelque chose à craindre ou à subir, mais quelque chose à cultiver et à développer. Et du côté de Malcolm, qu'il prête enfin foi à ce que les gens lui racontent, de pas le mettre de côté en l'ignorant complètement, ni essayer de le faire rentrer dans une case et dans quelque chose qu'il connaît déjà, comme quand il considère que ses petits patients sont schizophrènes et veut les mettre sous médicaments, plutôt que de les écouter et d'essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de lui dire.